prépare le Gamouat. Nous ferons escale à Ndiassane et Medina Bay. À suivre le tour d'horizon de l'actualité internationale avec Georges Détié Diop. Juste après lui, les sports, Maladiane Junior et la revue de presse de Mohamed Ali Mouba. En fin d'édition, point de vue, comment arrêter la vague de l'immigration irrégulière au Sénégal. Débat aux environs de 12h35. Anna Rocha. Bonjour à tous. Nous en parlions dans nos précédentes éditions. L'organisation d'un voyage qui a viré au drame à Rufisque. Un jeune a perdu la vie en voulant rejoindre l'Europe. La famille de la victime rétablit la vérité. Selon elle, Matar Sabali a sauté de la pirogue après l'attaque de celle-ci par 3 autres pirogues. Une histoire de vol de moteur serait à l'origine de l'altercation. Fama John s'est entretenue avec un membre de la famille. Matar Sabali à l'état civil, Marou pour les intimes, le maçon qui a vu le jour en 1996 voulait rejoindre l'Europe. Parti du domicile familial dimanche dernier, son corps a été repêché hier lundi. Sa famille est formelle, il s'agit d'un meurtre. Ismaël Samba Diop parle au nom de la famille. Les pirogues s'apprêtaient à partir, elles étaient fin prêtes. C'est juste avant qu'on l'a appelé pour lui signifier que le moteur de sa pirogue était sur le point d'être volé. Alors il a appelé certains de ses camarades. Ils sont partis et sur place, ils ont trouvé 3 autres pirogues. Et là, ils ont tous commencé à réagir. Ismaël Samba Diop renseigne qu'au vu du nombre élevé de candidats au voyage, certains jeunes avaient accepté de surseoir à ces voyages ou de prendre une autre pirogue. Mais c'est à ce moment précis que 3 autres pirogues les ont heurtés. Avant de partir, on était sûr que le nombre était très élevé. L'approvisionnement ne suffisait pas du tout. C'est quand on avait commencé à faire descendre certains chaînes pour revoir le nombre à la baisse qu'ils ont commencé à attaquer. Certains ont riposté. Et c'est là que certains jeunes ont commencé à sauter du haut de la pirogue. Oui, il faisait nuit. À Djokoulkaou, dans le département de Rufisque, c'est une famille endeuillée qui attend des réponses à ces questions. Une famille qui souhaite que justice soit faite après le décès de Matar Sabali, qui voulait rejoindre l'Europe. Les responsables de l'Association nationale des quais de pêche du Sénégal regrettent ces incidents malheureux survenus à Rufisque. Ils dénoncent le mutisme des autorités sur cette affaire et lancent un appel au calme. Écoutons Ibrahim Omar, le président du quai de pêche de Rufisque, interrogé tout à l'heure par Ella Ndjogoudiena. C'est désolant, c'est écœurant. Et vraiment, c'est décevant. Pourquoi c'est décevant et les choses me dépassent? Auparavant, c'était entre les forces de l'ordre et les migrants. Mais actuellement, c'est entre les acteurs. Mais c'est ça mon problème. Qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce qui s'est passé pour pouvoir arriver à cette stade jusqu'à avoir un mort d'homme? Moi, je ne comprends plus rien. Je ne comprends plus rien. Et secondo, ce qui m'étonne dans tout ça aussi, en tant que président, en tant que responsable, on a plusieurs fois alerté les autorités. On a plusieurs fois alerté la police, la gendarmerie et toutes les autorités les dites localités. Mais de Saint-Louis à Cap-Skirring, il y a une mutisme totale des autorités, de l'administration, de la police, de la gendarmerie. Moi, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Donc, à Rufisque, actuellement, on est dans une insécurité totale par rapport à nos sites au quai de pêche. Au site de débarquement. Il n'y a aucune sécurité, surtout la nuit. Tu peux faire tout ce que tu veux. Moi, je ne comprends plus pourquoi ce mutisme de nos autorités. Personne ne veut parler sur cette affaire. Aucune autorité ne veut parler sur cette affaire. On appelle les jeunes au calme, de ne pas continuer à se bagarrer, de ne pas continuer à se chamailler, d'arrêter ces agressions verbales. Savoir aussi que c'est entre nous. Nous sommes des familles, nous sommes des pêcheurs, nous sommes des acteurs. Et demain, on va se retrouver même sous l'arbre, à Palabre, boire du thé, aller dans les baptêmes, aller dans les deuils. Quel est le problème? Il faut que la jeunesse revienne au calme. Midi 5 minutes sur RFM, vous suivez le grand journal. RFM, l'info, c'est ici. L'info, c'est ici. Le dossier se corse pour les présumés auteurs des 2 attaques à main armée perpétrées à Kidira. Le cerveau de la bande et 3 autres personnes interpellées dans cette affaire vont vers l'instruction. Déférés au parquet hier lundi, ils ont fait l'objet d'un retour de parquet. Poursuivis pour association de malfaiteurs, vol en réunion commis avec violence et usage d'armes, ils doivent faire face au juge d'instruction du tribunal de grande instance de Tambacounda
Tambacounda. À Saint-Louis, l'affaire des 6 individus lynchés et filmés par des disciples d'un marabout sera jugée jeudi prochain en flagrant délit. Le mouvement Walundar condamne l'attaque des maisons des guides religieux, mais aussi la justice populaire. Zahir Fall est le président du dit mouvement. C'est une situation déplorable à laquelle nous avons assisté à Saint-Louis. Situation à laquelle j'interpelle l'État du Sénégal à apporter plus de sécurité auprès des familles religieuses. Et surtout éviter aussi les talibés à éviter de faire justice eux-mêmes. La justice populaire est vraiment à éviter. S'il y a des malfrats qui ont vraiment enfreint la loi, se rapprocher des services compétents avec la gendarmerie pour essayer vraiment pour que justice soit faite au lieu de se faire justice soi-même. Zahir Fall au micro de notre correspondant Ousseynou Diop. Je vous rappelle que les présumés assaillants sont en garde à vue, poursuivis pour violation de domicile et coups et blessures volontaires. Le marabout, quant à lui, a été poursuivi pour port d'armes non autorisées. L'Association nationale des imams et oulémas du Sénégal salue la décision du khalife général de réorganiser les écoles coraniques et les mosquées à Touba. Elle souligne que les écoles coraniques et mosquées sont aujourd'hui infestées par d'autres discours extrémistes. Les imams demandent que cette mesure soit étendue sur l'ensemble du territoire national. Écoutons Imam Mokhtar Ndiaye, le chargé de communication de l'Association nationale des imams et oulémas du Sénégal. La décision du khalife général des Mourides Seigne Mountakha Bachir Mbacké concernant bien entendu la réorganisation du milieu de l'enseignement coranique, des écoles franco-arabes et même de la gestion des mosquées à Touba et environnants est une décision que nous saluons en tant que religieux. Une décision qui est venue, n'est-ce pas, à son heure et que nous devons appliquer non seulement à Touba mais aussi dans tous les foyers religieux du pays. Et partout même au Sénégal. C'est un milieu, aujourd'hui, il faut le dire, infesté. Quiconque se lève un jour et se déclare maître coranique, muezzin ou imam ou même prédicateur, alors qu'il n'a même pas les compétences requises. Il est temps que l'on réorganise ce milieu. Qui est habilité à l'être et qui n'est pas habilité à l'être, c'est important. La charia a établi des conditions, n'est-ce pas, à toute personne prétendant à ces fonctions. Il faut des investigations profondes sur cette personne, sa moralité, ses compétences et surtout encore son idéologie. C'est important de veiller sur ces critères-là. Sinon, nos enfants risquent d'être endoctrinés, ce qui va évidemment les pousser à épouser des idéologies qui ne sont pas conformes, n'est-ce pas, à celles que nos vaillants érudits nous ont léguées. Et qui est un islam, il faut le dire, basé sur la doctrine de l'imam Malik. Donc cette décision du khalife est une décision salutaire, une décision que nous magnifions tous. Et à quelques heures du Gamou de Ndiassane, les engagements pris par l'État pour un bon déroulement de l'événement sont respectés à 90%. Selon le comité d'organisation, la sécurité est renforcée cette année. Les précisions de notre envoyé spécial à Ndiassane, Cheikh Diop. Le comité d'organisation de l'événement se dit satisfait du respect des engagements de l'État. El Hadj Mohamed Kounta, membre de la dite structure, a mis parcours dans l'organisation, on est satisfait pratiquement à 90%. Tenant compte que de tout ce qui a précédé le début des préparatifs du Gamou, de l'édition 2023. Cette année, un accent particulier a été mis sur la sécurité. La sécurité est au cœur même des préparatifs, compte tenu de ce qui se passe actuellement dans le monde, compte tenu des enjeux sécuritaires au niveau sous-régional, au niveau mondial. Et les autorités sont tellement conscientes de cet enjeu sécuritaire, ils œuvrent toujours davantage pour accompagner les cités religieuses, surtout Ndiassane. El Hadj Mohamed Kounta est largement revenu sur le thème de cette 140e édition du Gamou de Ndiassane. C'est comment partager l'enseignement et l'éducation de Cheikh Bou Mohamed Kounta. Et Cheikh Bou, en tant qu'homme de Dieu qui a fondé ce village de Ndiassane en 1883, a bâti son enseignement et son éducation sur le Coran et la Sunna du prophète. Ndiassane continue d'enregistrer des influences de pèlerins venus des 4 coins du pays, de la sous-région. Et d'ailleurs, Ndiassane, Cheikh Anta Diop, Radio Futur Média. Medina Baye prépare encore également avec enthousiasme le Gamouat, la célébration du baptême de la naissance du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. De nombreux étrangers continuent d'affluer dans la cité religieuse. C'est la grande effervescence, nous dit Fatou Mbaoua.
Médina Baye bat au rythme du Gamouat. Ses habitants sont activement plongés dans les préparatifs. L'ambiance y est des plus festives. Dans cette cité religieuse, les étrangers sont visibles, chacun exprimant sa foi dans sa propre langue. Vous venez d'où? How did you enjoy the Maulid? Gambia. Solihin from Singapore. You coming every time? This one is 30. Yaya, un Gambien. Comme nous avons assisté à la naissance, nous attendons le baptême. Ah oui, nous sommes très nombreux à venir dans des vols différents et d'autres pèlerins viendront demain. Le même tableau se dessine en se déplaçant de la grande mosquée au domicile du porte-parole, Cheikh Maï Cissé, Bacha Cissé, un Ghanéen. Il y a les Ghanéens, Nigériens, Ivoiriens, Bissau-Guinéens, même les Américains qui sont toujours là en attente du baptême. Les vols sont nombreux puisqu'ils viennent partout. Nous n'avons plus de place dans les maisons de notre guide. L'excitation est à son comble à Médina Baye, à seulement 24 heures de la célébration du Gamouat. Des bus, des véhicules privés et d'autres moyens de transport continuent d'affluer vers cette cité religieuse. Fatou Kaolak, Radio Futur Média. RFM, partout, tout le temps. Midi 13 minutes, les nouveaux membres du tribunal des pairs ont été installés ce matin à la Maison de la Presse, cérémonie présidée par le ministre de la Justice, garde des Sceaux. Selon Ismaël Madior Fall, le bureau sortant a su relever le défi de l'institutionnalisation du tribunal des pairs par le CORED. On l'écoute. L'impression qui s'est dégagée de cette cérémonie, c'est que j'ai relevé où j'ai remarqué que vous avez relevé le défi de l'institutionnalisation d'un tribunal des pairs, ce qui ne va pas de soi. Parce qu'à la limite, un tribunal des pairs, c'est même un paradoxe. L'adage dit, on ne peut pas être juge et parti. Vous êtes parti, vous êtes des journalistes, vous êtes des hommes et des femmes des médias. Mais vous êtes aussi juge. C'est un paradoxe qu'il semble difficile de relever, voire impossible. Mais aujourd'hui, quand on regarde le parcours ou l'histoire du CORED, en tout cas ce qui a été accompli par l'instance, jusque-là, on se rend compte que le CORED a bien relevé le défi de l'institutionnalisation. Votre organe, votre institution aurait pu exister et au bout de quelques années disparaître. Ou ne pas disparaître, mais plonger dans une léthargie profonde qui le discrédite. Mais je me rends compte que vous avez pu relever le défi de l'existence, le défi de la continuité, le défi de l'institutionnalisation et en dernière instance, le défi de la crédibilité. Parce que c'est de cela, au fond, qu'on parle, crédibilité. Parce que lorsqu'une institution n'est pas crédible, elle ne vaut rien. On ne va même pas la saisir. Je me rends compte que le CORED, et ça, je pense que l'institution mérite les félicitations, mérite aussi l'attention de l'État. Et je peux vous dire, au nom de son Excellence M. Macky Sall, le président de la République, que l'État du Sénégal est prêt, tout en respectant votre indépendance, à vous accompagner pour la réalisation de votre mission. Le compte rendu complet de cette cérémonie d'installation des nouveaux membres du tribunal des pairs du CORED à suivre dans nos prochaines éditions avec Koumba Sandiane Faye. À l'université Alioune Diop de Bombay, les étudiants ne comptent pas retourner dans les amphis tant que les conditions ne sont pas réunies. Ils exigent l'achèvement des travaux en cours. Voici Oumar Maosen, le président de la coordination des amicales de l'université Alioune Diop de Bombay. Il est interrogé par Babacar Diouf. La coordination des amicales de l'université Alioune Diop de Bombay tient à informer l'opinion nationale des difficultés que nous rencontrons actuellement au sein de notre institution. Il y a 3 mois de cela, notre université avait connu une période assez tumultueuse en raison de la dénonciation de conditions sociales précaires auxquelles nos étudiants étaient confrontés. Cette crise s'était vue en partie réglée grâce à certaines réalisations provisoires et d'autre part grâce à des promesses qui devaient être tenues dans un temps bien défini. À l'époque, nous avons eu à rencontrer le ministre de l'enseignement supérieur et il avait pris certains engagements, notamment la livraison de nos logements sociaux qui sont en construction au plus tard au mois de septembre plutôt, parce qu'il faut le dire, actuellement l'université Alioune Diop de Bombay regorge plus de 10 000 étudiants et sur l'ensemble de nos sites,
nous n'avons même pas 500 chambres d'étudiants, ce qui est tout à fait inadmissible. Au-delà, on nous avait aussi promis de commencer les constructions de notre hangar pour un nouveau restaurant au niveau du campus 1, ce qui est notre campus principal, parce que figurez-vous bien, à l'université Alioune Diop de Bambey, avec plus de 10 000 étudiants, notre restaurant de plus grande capacité d'accueil ne prend même pas environ 300 places, ce qui est aussi tout à fait inadmissible. Et enfin, il s'agissait aussi de faire la réfection des différents sites, c'est-à-dire le site de Bambey, de Diourbel et le site de Ngoundiane pendant les vacances. Faisons maintenant le point sur la reprise des enseignements présentiels dans les universités publiques du Sénégal, notamment à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar et l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Mohamed Ali Mouba, on en est où? Si la reprise des enseignements en présentiel est effective à l'université Gaston Berger de Saint-Louis depuis le 2 octobre dernier, à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, les étudiants sont suspendus à la décision du conseil académique de l'université. Un conseil est prévu, vous le savez, en fin de semaine. Au cours de cette réunion, les autorités universitaires vont devoir évaluer le pour et le contre, voir si l'université est en état de recevoir les étudiants dans les amphithéâtres. Après l'attaque dirigée contre l'institution en juin dernier dans le cadre de l'affaire Ousmane Sonko à l'université de Bambey. En tout cas, la reprise des enseignements est prévue le 9 prochain, enseignement en présentiel bien sûr, mais les étudiants ne sont pas d'accord. La coordination des étudiants de cette université justifie cela par le fait que le recteur a fini son mandat, qui plus est, les infrastructures ne sont pas aux normes pour accueillir la communauté universitaire. Jusque-là, l'université Cheikh Anta Diop de Dakar proposer des cours à distance aux étudiants. Depuis que l'université a été attaquée en juin dernier, la rentrée pourrait être perturbée en tous les cas par ce mouvement d'humeur du SAES, le syndicat des enseignants du supérieur. Une grève est prévue le mercredi 11 et le jeudi 12 octobre prochain, ce pour exiger la réouverture immédiate de toutes les universités publiques pour une reprise à des enseignements en présentiel, la sécurisation des personnes et des biens au sein des universités et écoles, l'arrêt de l'arrimage du calendrier académique au calendrier électoral ou encore le respect du protocole d'accord SAES gouvernement du 6 janvier 2023. En plus bref, le prix Ubuntu du Forum international Europe-Afrique 2023 est décerné cette année à 3 personnalités africaines. Il s'agit de Laurent Gbagbo, ancien président de la Côte d'Ivoire, du docteur Cheikh Tidiane Gadio, ancien ministre des Affaires étrangères du Sénégal, et de Souleymane Alioune Diallo, président de l'ONG Otra Africa. C'est pour leur combat pour l'équilibre de la migration de la jeunesse africaine. La cérémonie de remise des prix aux récipiendaires, j'y arrive, aura lieu en novembre prochain en Espagne. RFM. L'actualité internationale. À midi, 19 minutes avec Georges Détié-Diop. Bonjour Georges. Bonjour Anna. Au Niger, attaque meurtrière contre une patrouille de la garde nationale. Un peu moins de 30 soldats tués. Ils sont tombés dans une embuscade dans la vallée de Takamanat au nord de Taoua. C'est le bilan le plus meurtrier depuis le coup d'État du 26 juillet dernier. Khadija Touane. L'information a été donnée par le ministère de la Défense. Ce sont en tout 29 soldats qui sont tombés lors d'une attaque dans l'ouest du Niger. Il s'agit d'un détachement des forces de sécurité qui a été attaqué. Les terroristes ont combiné l'utilisation d'engins d'explosifs improvisés et de véhicules kamikazes. Plus d'une centaine de terroristes ont participé à l'attaque. Elle a eu lieu près de la frontière du Mali, lors d'opérations visant à neutraliser la menace que constitue l'État islamique au Grand Sahara, fortement implanté dans la zone. Selon le communiqué du gouvernement, les terroristes avaient bénéficié de l'expertise extérieure. Il s'agit de l'attaque la plus meurtrière depuis la prise de pouvoir des militaires fin juillet dans ce pays miné par des violences djihadistes. La semaine dernière, 7 soldats ont péri dans les mêmes circonstances. Le Niger qui réagit, Georges, à l'annonce d'Alger sur sa médiation dans la crise qui secoue le pays. L'Algérie a annoncé hier que le Niger a accepté sa médiation pour une solution politique à la crise. Seulement, selon Maliweb, le ministère nigérien des Affaires étrangères semble faire un pas en arrière, même s'il reconnaît la singularité des liens d'amitié et de fraternité entre les deux États.
Famodion. L'annonce d'Alger sur sa médiation dans la crise nigérienne semble prendre au dépourvu Niamey. Dans un communiqué, le ministère nigérien des Affaires étrangères a déclaré avoir fait part de la disponibilité des autorités nigériennes à examiner l'offre de médiation de l'Algérie. Niamey rappelle cependant que la durée de la transition sera déterminée par les conclusions d'un forum national inclusif. Le communiqué précise que la partie nigérienne a fait part de la disponibilité des autorités nigériennes à examiner l'offre de médiation de l'Algérie comme contribution pour une solution négociée avant de permettre au peuple du Niger de repartir sur de nouvelles bases pour reconquérir et asseoir sa souveraineté, son indépendance et la liberté de ses choix politiques et économiques. Le ministre nigérien des Affaires étrangères souligne que cette position traduit l'expression de la singularité des liens séculaires d'amitié et de fraternité entre les deux États et les deux peuples frères. Le président algérien Abdelmajid Tebboune a chargé le chef de la diplomatie, Ahmed Attaf, de se rendre à Niamey dans les plus brefs délais pour y entamer des discussions avec toutes les parties prenantes. Le 19 août dernier, le nouvel homme fort du Niger, le général Abdourahmane Tiani, avait indiqué vouloir une transition de 3 ans maximum. Et samedi soir, dans une interview à la télévision nationale, il a affirmé que les militaires n'avaient pas le droit de passer 5 ans au pouvoir. En République démocratique du Congo, le procès des 6 militaires jugés pour la répression d'une manifestation anti-ONU ayant fait plus de 50 morts le 30 août dernier a pris fin hier. Le procès des 6 militaires de la garde républicaine a démarré le 5 septembre dernier. L'un d'eux a été condamné à mort. 3 ont écopé de 10 ans de prison et 2 autres ont été acquittés. Les avocats des condamnés qui avaient plaidé l'acquittement ont annoncé leur intention de faire appel. En République démocratique du Congo, toujours le docteur Denis Mukwege, prix Nobel de la paix en 2018, a annoncé sa candidature à la présidentielle de décembre prochain. Il rejoint ainsi une liste déjà longue d'opposants qui comptent affronter le 20 décembre prochain le chef de l'État sortant, Félix Tshisekedi, au pouvoir depuis janvier 2019 et candidat à sa réélection. En Égypte, le président Abdel Fattah al-Sisi, candidat à sa propre succession, il a annoncé hier briguer un 3e mandat en 2014 puis en 2018. Abdel Fattah al-Sisi l'avait remporté avec 96% puis 97% des voix. Le scrutin a été rapproché par les autorités et devrait se tenir du 10 au 12 décembre prochain pour le premier tour, et un second tour est prévu du 8 au 10 janvier 2024 si aucun candidat n'obtient pas plus de 50% des voix. Le prix Nobel de physique, pour terminer, le prix Nobel de physique attribué cette année à 3 personnes. Le français Pierre Agostini, la franco-suédoise Anne Lhuillier et l'austro-hongrois Frank Krauss. Ils sont récompensés pour des travaux sur les impulsions laser très courtes. Merci beaucoup, Georges Détier. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Moi, je pense que vous devez. Réagissez dans nos éditions d'information sur l'actualité. Bonjour. Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFM. Comment arrêter la vague de l'émigration irrégulière au Sénégal et ses nombreux drames? On en parle dans 10 minutes avec Pape Malick Ndour, le ministre de la Jeunesse, de l'Emploi et de l'Entrepreneuriat, et avec Souleymane Aliou Diallo, le président de l'ONG Otra Africa. RFM Sport. À midi et 25 minutes, bonjour Malal Diagne Junior. Bonjour Narocha. Malik Daf retrouve le banc du Jaraaf. C'est officiel, il est le nouvel entraîneur de l'équipe du Jaraaf, l'équipe qui a remporté la Coupe nationale et qui est l'équipe également la plus titrée du Sénégal. Malik Daf avait d'ailleurs remporté, avant de prendre la sélection des U20, le titre de champion avec le Jaraaf. Un retour logique selon Mbaye Jacques Diop, puisque le Jaraaf a envie de gagner encore plus de titres. Mbaye Jacques Diop est conseiller sport au ministère des Sports. Se féliciter de ce retour de Malik, qui connaît d'abord bien le club, qui connaît aussi l'environnement, parce que Malik, quoi qu'on puisse dire, c'est un fils de la Médina, son père est issu de la Médina, Malik est né à la Médina, bien qu'il ait grandi à la Gueule Tapée. Et je pense qu'au regard aujourd'hui de son comeback au niveau de l'ASC Jaraaf, c'est une très bonne chose. Parce que Malik a un profil qui cadre avec, en tout cas, les ambitions du Jaraaf. C'est un entraîneur qui est internationalement reconnu pour avoir
était d'abord joueur à l'Ouest Gorée, professionnel en Belgique, ensuite au Port, où il a eu quand même à faire des merveilles, que ce soit au niveau du Port autonome de Dakar, au niveau du Giraffe, où il a remporté le dernier championnat en titre. Et aujourd'hui, il n'y a pas plus tard qu'il y a quelques mois, il a été champion d'Afrique de U20. Maintenant, c'est une bonne chose. Pourquoi c'est une bonne chose? Parce que tout simplement, comme je vous l'ai dit, il maîtrise l'environnement du Giraffe. Et aussi, c'est quelqu'un qui connaît le club, qui connaît la mentalité, qui connaît les dirigeants. Et aujourd'hui, le Giraffe avait besoin quand même d'un grand entraîneur. Il est vrai qu'avec le départ de Youssouf Dabo, qui n'a pas eu le résultat escompté, il y a eu l'intérim qui a été assuré par, je pense, Moussa Diatta et Siredia, qui ont eu à remporter la Coupe du Sénégal. Donc Malik va venir avec peut-être de nouvelles ambitions, parce que le Giraffe n'a plus besoin aujourd'hui de gagner un titre, comme les gens ont tendance à le dire. Le football Malal, la Champions League, on joue la deuxième journée à partir d'aujourd'hui. Avec au programme Naples contre le Real de Madrid, l'Inter contre Benfica, Union Berlin contre Braga, PSV Eindhoven reçoit l'équipe de Séville, Arsenal en France pour défier Lens, Copenhague reçoit le Bayern de Munich, Galatasaray joue contre l'équipe de Manchester United, coup d'envoi de ces rencontres à 19h. Un basketball, la JA retrouve des couleurs chez les hommes. La Jeanne d'Arc de Dakar, finaliste au niveau du championnat national, vainqueur de la Coupe du Maire. Les Bleus et Blancs, qui étaient il n'y a pas si longtemps en deuxième division, ont retrouvé des couleurs, des envies et arrivent à gagner. Comment expliquer cette réussite? Réponse de Aboussei, administrateur du site Basket 221. Vraiment, c'est quelque chose à saluer aussi. En quelques années, l'équipe est partie de rien pour revenir au premier plan, à jouer les finales et à remporter même des trophées. Donc, on peut dire que la GIA retrouve sa place dans l'échiquier du basketball national. Donc, c'est un retour à saluer puisque l'équipe vient de loin. Déjà, l'année dernière, l'équipe a remporté la Coupe Saint-Michel. Presque 10 ans sans avoir remporté de trophée. Donc, il y avait une longue traversée du désert. Et c'est en 2022 que les choses se sont décantées, que l'équipe a vaincu le Signe indien pour renouer avec les trophées. Cette année, on a vu que la Jeanne d'Arc est finaliste du championnat national. La Jeanne d'Arc est demi-finaliste de la Coupe Saint-Michel. La Jeanne d'Arc a remporté la Coupe du Maire le week-end dernier. Et actuellement, la Jeanne d'Arc est en demi-finale de la Coupe du Sénégal. Donc, c'est un retour au premier plan à saluer et un travail aussi d'équipe à saluer puisque l'équipe vient de loin. L'équipe était en deuxième division il y a quelques années de cela. Le coach Momo Sen a su conserver ce groupe de jeunes dynamiques qui se connaissent et qui ont joué ensemble pendant la petite catégorie jusqu'à la catégorie senior. Donc, il a su les maintenir, jouer avec la deuxième division, faire revenir l'équipe en première division et en quelques années, revenir au premier plan. Donc, le coach et son staff ont le mérite, ont vraiment le mérite de cette ascension fulgurante. Pour finir, Anna note également cette affiche, cette même équipe de la Jeanne d'Arc de Dakar qui est en lice pour la Coupe du Sénégal chez les hommes. Elle va jouer contre le Dakar Universe Club. L'autre affiche va opposer Louga Basket à l'AS Ville de Dakar, Anna Rocha. Merci beaucoup, Malal Diagne Junior. Prochain journal des sports dans l'édition d'information de 13h. RFM, reportage. À Derklé, retour sur les lieux du drame, l'accident qui a coûté la vie à 7 membres d'une même famille suite à l'explosion du gaz butane. La famille Diouf est éplorée, vous imaginez, et ressent un énorme vide. Elle prie pour le retour à la maison des blessés qui sont encore à l'hôpital. Mais la famille dénonce les rumeurs construites autour donc de ce drame. Nafissa Toussila. Un grand vide caractérisé par un calme plat dans la demeure des Diouf. Nous sommes ici à Derklé. Ici, le drame a laissé ses stigmates. Les plafonds sont tout noirs. La fumée de l'explosion a laissé ses marques. Fatou Kiné Diouf, visage marqué par la tristesse et la fatigue, nous parle de sa petite sœur Sagar Diouf, décédée dans cet accident. Sagar était certes notre petite sœur, mais elle avait beaucoup de responsabilités. Ce qu'elle faisait ici, nous, on n'a pas pu le faire. Une personne vraiment généreuse. Elle a laissé un grand vide. Elle fréquentait tout le monde, même les amis de nos mamans. On ne peut pas tout dire.
On s'en remet à Dieu, tout simplement, parce que c'est lui seul qui a fait ça. On est vraiment une famille très posée et très croyante. On s'en remet à Dieu. Fatou Kiné Diouf revient sur les circonstances de ce drame et déplore toutes les rumeurs dites à ce sujet. Moi, je ne partage pas le vocal qui circule, parce que cela ne s'est pas passé comme ça. Sagar n'était pas au téléphone au moment des faits. Et d'ailleurs, les téléphones sont à la police. Et les deux téléphones, celui de Sagar et celui de Aïssata, la bonne. Et les téléphones sont intacts. Jusque-là, les résultats de l'enquête ne sont pas encore sortis et la famille Diouf envisage de refaire quelques travaux et remercie le maire de Dakar qui a pris position. On avait pris la décision de refaire toute la maison et le maire de Dakar, Barthélémy Diaz, s'est engagé pour tout prendre à sa charge. Et d'ailleurs, par rapport à ce qui s'est passé, lui aussi veut s'engager et aller en justice. Et on est derrière lui. On ne le laissera pas seul dans ce combat parce que 7 personnes sont mortes dans cet accident. Pour rappel, cet accident a fait 11 victimes, dont 7 personnes décédées. Les 4 autres sont toujours à l'hôpital, mais leur situation est stable. Avant la revue de presse, une information de dernière minute. L'effondrement d'une dalle au quartier Grand-Bourg a causé la mort d'une femme. C'était un bâtiment R+1. Le drame serait survenu donc après les vents forts et les faibles pluies tombées hier nuit à Bourg. Avec Mohamed Ali Mouba. À la une, série Muntaha Mbaki, la fatwa contre l'extrémisme religieux. Touba porte le combat, signale la manchette le journal Enquête, lequel confrère constate que les khalifes généraux des Mourides joignent d'ailleurs l'acte à la parole. Désormais, l'ouverture de Dara, d'écoles coraniques et autres mosquées est assujettie à une demande d'autorisation. Touba infesté de prédicateurs bizarres anti-mourides et anti-soufis. Et de dire alors, le journal LAS rapporte les propos du khalife. Je tiens à demander à ces gens d'arrêter leur entreprise et de se conformer aux prescriptions en vigueur. Dans le journal Vox Populi, Serigne Muntaha Mbacké de se montrer plus clair. Il dit: nous sommes des soufis et suivons la voie tracée par Imam Malik. Nous sommes prêts à y laisser nos vies pour obliger tout le monde à respecter la charte de la ville sainte. Nous n'avons pas besoin d'autres références ailleurs ou d'autres philosophies, d'autres idéologies. Les enseignements de Cheikh Ahmadou Bamba sont suffisants et nous suffisent. Fin de citation. Et Enquête relève que le gouvernement du Sénégal adhère au projet. Ex-Pastef fait son projet avec Ousmane Sonko qui se tourne vers la justice après avoir été écarté de la course au parrainage par la Direction générale des élections à conséquence de sa radiation sur les listes électorales. Le journal Le Quotidien constate ce matin qu'un de ses conseillers, Maître Bamba Sissi, a déposé un référé contre la décision. Et Source A renseigne que les avocats d'Ousmane ont finalement reçu la notification de radiation de leur client. C'est sur la base de ce document qu'ils ont d'ailleurs formé le recours. Au sujet des parrainages, Vox Populi renseigne que ça carbure à fond du côté des chancelleries, toutes sensibilités confondues. Mon confrère qui est allé faire un tour du côté de la DGE en est revenu hébété et pour cause, ça s'emballe là-bas. Les candidats à la candidature continuent de se signaler. Hier, on en était à 190 candidats et le journal de se demander si on n'était pas parti pour frôler la barre des 200. Conséquence, écrit sur ça, si on multiplie le nombre de candidats à la candidature par le minimum de parrains requis, soit 40 000 électeurs, bien sûr le parrainage citoyen, cela fait 7 millions, c'est-à-dire presque le même nombre d'inscrits sur les listes électorales. Du côté de Benno Bokk Yakaar, la conférence des leaders a tenu un conclave pour arrondir les angles. Amadou Ba a tenu à rassurer les alliés selon l'Observateur sur le choix des délégués. Il promet d'apporter des corrections. Il était temps, semble indiquer le journal Les Échos, car ça grince des dents du côté des alliés. Certains socialistes ont commencé à crier au scandale. Aliou Ndoye réclame au plus vite une réunion d'urgence du secrétariat exécutif national. Mame Bouna Massal
simplement stupéfait. Au pur, Serigne Moustapha Sy a fini de désigner Aliou Amadouya. C'est la surprise du chef pour porter donc les couleurs du pur. C'est ce que nous dit le journal LAS. Le pur opte donc pour un technocrate. À la une du journal L'Info, la sortie au vitriol du recteur de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, Amadou Ali Mbaye, sans gants dans le journal. À ce jour, il est très difficile, dit-il, pour quiconque de commettre un méfait dans l'enceinte de l'UCAD sans être identifié et de soutenir ensuite. Il ne peut être question pour l'université de faire passer par pertes et profits les crimes ignobles qui ont été perpétrés dans son espace pédagogique lors de la journée du 1er juin et de celles qui l'ont précédé. On ne saurait être d'accord avec ceux qui proposent que soient libérés sans aucune garantie ceux qui refusent de répondre aux questions légitimes posées à part les magistrats et les officiers de police judiciaire qui attendent urgemment des réponses de leur part. À lire tout cela dans le journal L'Info Sport pour boucler la Ligue des Champions. 2 semaines après l'entame de la phase des poules, les rencontres de la deuxième journée de la Ligue des Champions démarrent ce mardi avec 3 chocs en attraction: Naples, Real Madrid, Manchester United, Galatasaray, Inter Milan, Benfica. Ça promet dans le journal Stade de Quotidien toujours. Sénégal, Cameroun, Cissé publie sa liste vendredi. Aliou Cissé anime une conférence de presse donc vendredi 6 octobre à 10h. À cette occasion, le sélectionneur des Lions va publier la liste des joueurs sélectionnés en perspective du match amical prévu le 16 octobre. Le sélectionneur qui tentera de se faire une idée du groupe de la Coupe d'Afrique des Nations 2023. Bon, parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Midi 37 minutes sur RFM, on y est, point de vue. Nous sommes avec le ministre de la Jeunesse, de l'Emploi et de l'Entrepreneuriat, Pape Malick Ndour. Bonjour monsieur le ministre. Bonjour Anne. Nous sommes également avec Souleymane Aliou Diallo, président de l'ONG Otra Africa. Bonjour monsieur Diallo. Bonjour Anna Rosa. Félicitations aussi pour le prix. Souleymane Aliou Diallo, est-ce que ça vous surprend, vous, cette année, cette recrudescence, ce flux massif de migrants vers l'Europe? Anna, vous me permettrez avant tout de saluer vos auditeurs et de saluer monsieur le ministre qui est à l'autre bout du fil. C'est un sentiment de désolation quand on voit chaque jour ces pirogues harijonnées, ces pirogues qui chavirent, ces pertes en vies humaines, particulièrement la jeunesse africaine en général, la jeunesse sénégalaise de nos côtes. C'est un sentiment de désolation, c'est un sentiment de faiblesse qui nous anime, et malgré tous les efforts fournis par l'État du Sénégal, par les partenaires au développement pour faire stopper cette migration. Le phénomène demeure toujours et chaque jour, il y a des pirogues qui échouent sur la Méditerranée et qui entraînent des pertes en vies humaines de nos jeunes. C'est vraiment désolant. On a même le sentiment que c'est devenu carrément incontrôlable cette année. Ce matin encore, on nous a annoncé 127 personnes qui sont arrivées sur les côtes espagnoles à travers l'ONG Caminando Fronteras. Comment vous, à votre niveau, vous expliquez cela, Aliou Diallo? Bon, je pense que le phénomène aujourd'hui, c'est un phénomène de désespoir total par rapport à ce que nous avons toujours placé dans l'esprit de notre jeunesse, de devoir servir, de devoir réussir la vie, et que les perspectives qu'on a placées au niveau des institutions, au niveau de nos engagements sociaux, n'ont pas donné d'effet. Malgré, je le dis, il faut le reconnaître, qu'il y a eu énormément d'investissements par rapport à la jeunesse, mais on dirait que la musique que présentent nos autorités n'est pas la bonne musique pour que nos jeunes puissent danser à cette musique. Ils sont dans un désespoir total, ils ne se retrouvent pas par rapport à nos politiques structurelles. Et là, ce qu'il faut comprendre, il faut qu'on cherche à savoir quelles sont les raisons pour lesquelles, malgré tous les programmes mis en place, malgré tous les projets mis en place, les jeunes n'y croient pas.
Une stratégie même nationale de lutte a été présentée il n'y a pas longtemps, en juillet dernier. Monsieur le ministre de la Jeunesse, face à tous ces drames que nous avons connus cette année, ces nombreux départs, ces décès de jeunes, est-ce que quelque part il n'y a pas un sentiment d'échec à votre niveau? Merci beaucoup, Anna. Je me permets tout d'abord de saluer mon co-débatteur, M. Diallo, mais aussi saluer les auditrices et les auditeurs de la RFM. Effectivement, c'est une situation que nous vivons, une situation que nous constatons, mais que nous regrettons avec une très grande désolation. Aujourd'hui, vous m'invitez à analyser une situation qui, honnêtement, ne peut être cernée sous le seul prisme de la recherche d'une promotion économique et sociale de la part de ceux qui tentent l'aventure de manière irrégulière. C'est pour dire que le phénomène de l'immigration irrégulière est une question transversale dont les causes sont très variées. Tout le monde est d'accord là-dessus, mais est-ce que l'aspect emploi des jeunes, est-ce que si ça marchait vraiment, est-ce que ça n'aurait pas permis de réduire un peu drastiquement ce phénomène-là? Mais c'est vrai, naturellement, Anna, il y a une dimension économique que nous ne pouvons pas nier, mais qui ne saurait être la principale cause. Et beaucoup d'études l'ont démontré, une analyse aussi empirique de la situation nous le prouve chaque jour. Nous avons tous entendu les témoignages sempiternels de ceux qui quittent et qui échouent généralement. Et plusieurs fois, il nous a été fait cas de personnes qui ont vendu leur commerce, qui utilisent parfois même les financements octroyés par les services de l'État, ou même qui quittent leurs emplois, parfois bien rémunérés pour tenter l'aventure. Et très souvent, ils dépensent des millions pour financer leur voyage. Donc, je vous donne l'exemple du voyage vers les États-Unis via le Nicaragua. Mais c'est combien de millions qui sont dépensés dans ces voyages? Près de 5 millions de francs CFA pour acheter des billets. Plus 11 millions parfois, oui. Voilà. Entendons-nous objectivement. Est-ce que quelqu'un qui est dans la misère, comme le décrit M. Diallo, peut mobiliser une telle somme? Et c'est la question qu'on se pose. Cette somme qui est mobilisée ne peut-elle pas être utilisée pour financer une activité qui pourra effectivement par-dessus tout... Mais si le cadre de vie n'est pas favorable non plus à ce qu'ils restent et essayent l'entrepreneuriat, par exemple, ils vont toujours essayer de partir. Non, mais il faut qu'on cerne la situation. Il faut qu'on se pose des questions pertinentes. Je viens de parler, de donner un exemple concret. Le voyage de Nicaragua, 5 millions de francs CFA, mais 5 millions de francs CFA, c'est largement suffisant pour faire une activité qui, au-delà et par-dessus tout, peut permettre même aux jeunes de créer de l'emploi. Donc, pour vous dire qu'effectivement, la situation doit être analysée sous l'angle économique. Effectivement, les jeunes, davantage sont à la recherche d'emploi. Mais dire que c'est la misère totale au Sénégal et que les jeunes n'ont plus de solution, c'est pourquoi ils partent. Moi, je pense que ce n'est pas la bonne analyse. C'est pour ça que je vous dis peut-être que le cadre, pas le cadre économique, mais le cadre, la stabilité, le bien-être, ils ne le retrouvent pas dans leur pays actuellement. C'est pour ça qu'ils ont envie de partir. On ne peut pas parler de cadre quand nous avons un pays stable. Les gens vivent... Pas depuis 2 ans, hein? Non, les gens vivent convenablement. Je pense que ce n'est pas une situation. Et la preuve, les gens qui partent, ils ne se présentent jamais comme des réfugiés. Voilà, la situation, elle est stable. Ce qui se passe, simplement, c'est un phénomène qui est devenu plus ou moins à la mode parce que beaucoup de gens sont partis. Et il faut le dire, c'est un phénomène social. Bon, c'est une tendance. Maintenant, il faut la freiner, cette tendance-là. Il faudrait que l'État fournit encore des efforts pour freiner cette tendance. Mais dire carrément que c'est la misère totale au Sénégal, c'est pourquoi les jeunes partent. Moi, je ne suis pas d'accord et je ne suis pas de cet avis. Le gouvernement, en tout cas, communique beaucoup sur les pirogues qui ont été interceptées ces dernières semaines et même ces 3 derniers jours. 600 personnes ont été empêchées de rejoindre les côtes espagnoles grâce aux opérations notamment de la marine. Est-ce que pour vous, la stratégie nationale qui a été présentée en fin juillet dernier, est-ce qu'elle commence à fonctionner ou pas du tout? Mais bien sûr, l'État, il est là. Les forces de défense et de sécurité, à travers les actions quotidiennes de la marine, en rapport avec les pays comme la Mauritanie et le Maroc, sont en train de jouer leur rôle, conformément aux indications de la stratégie nationale. Puisque avant tout, il faut le dire, puisqu'avant tout, l'enjeu, il est d'abord sécuritaire. Parce qu'on ne peut pas quitter comme ça le pays, franchir les frontières comme ça.
Maintenant, il faut le dire, au-delà des actions des forces de défense et de sécurité, les instruments de promotion de l'emploi et de l'entrepreneuriat se déploient aussi normalement et restent à la disposition de toute la jeunesse du Sénégal. Ça aussi, c'est une autre partie non moins importante de la stratégie nationale qui confirme effectivement que le phénomène effectivement peut être analysé sous l'angle de la recherche de promotion économique et sociale. Maintenant, c'est vrai qu'il reste beaucoup à faire, mais il faut convenir avec moi que beaucoup d'actions ont été faites au bénéfice de la jeunesse depuis plusieurs années. Et M. Diallo l'a rappelé tout à l'heure, il y a beaucoup d'investissements qui ont été consentis au profit de la jeunesse du Sénégal. Maintenant, je suis d'accord, il faudrait à un moment donné qu'on fasse un bilan d'étape de toutes les actions que l'État a entreprises au bénéfice de la jeunesse du Sénégal pour essayer de voir qu'est-ce qu'il faut corriger. Justement, on a remarqué cette année qu'il y avait une bonne partie de la communauté des pêcheurs qui essayaient ce voyage clandestin. Est-ce qu'il y a une réflexion spécifique par rapport à cette communauté-là, Monsieur le ministre? Bon, il y a des gens qui essaient de manière peut-être injuste de mettre en relation les licences de pêche avec ce phénomène. Mais moi, je pense que pour qu'il y ait un bateau, il faut d'abord qu'il y ait un capitaine. Et très souvent, c'est ces gens, c'est ces personnes qui sont dans le secteur qui servent de capitaine, mais aussi qui servent d'accompagnant. Moi, je limite quand même ce lien qui existe entre le secteur de la pêche avec le phénomène à ce niveau-là, à ce niveau seulement. Maintenant, au-delà du secteur, d'autres jeunes qui évoluent dans d'autres secteurs, le secteur informel notamment, partent. Et il faut l'analyser comme ça. Il faut voir qu'est-ce qu'il faut faire en termes d'abord de formation professionnelle, comment accompagner davantage des jeunes pour qu'ils puissent se former, comment accompagner les jeunes qui sont dans le secteur informel à pouvoir fructifier leur commerce en leur octroyant des financements. Qu'est-ce qu'il faut faire pour permettre aux jeunes qui ont des emplois, qui ont des diplômes, de pouvoir avoir des emplois quand même décents. Voilà quand même des actions qu'il faudrait prendre pour essayer d'améliorer la situation. Merci Monsieur le ministre d'avoir répondu à nos questions. Souleymane Aliou Diallo, vous êtes toujours avec nous. Pour vous, est-ce que cette stratégie nationale de lutte du gouvernement, une stratégie qui vise à réduire donc le phénomène de l'immigration irrégulière d'ici 10 ans, d'ici 2033, est-ce qu'elle est pertinente à votre avis? Je rappelle qu'elle est basée sur 3 axes, l'emploi des jeunes, le contrôle et la surveillance, mais aussi des mesures plus répressives par rapport aux convoyeurs. Bon, moi, je salue la mise en place de cette stratégie nationale de lutte contre l'immigration irrégulière que dirige le commissaire Bokarli et son équipe, le commissaire Badiane, le lieutenant Henri Fils. Et j'ai participé à la validation de cette stratégie que je trouve qui est venue à son heure, mais tardivement, puisque aujourd'hui, on ne peut pas solutionner l'immigration irrégulière dans le court terme. C'est impossible. Et j'ai suivi l'intervention de M. le ministre pour devoir dire que parfois, on s'est trompé de paradigme, on s'est trompé d'orientation. Aujourd'hui, quand on me parle des dispositifs mis par rapport à la formation, et particulièrement, on cite souvent les 3 FPT, les FONGIP, la délégation à l'entrepreneuriat rapide, pour faire la jonction entre la lutte contre l'immigration irrégulière, je me dis que c'est un paradoxe contradictoire, puisque s'il n'y avait pas l'immigration irrégulière, de facto, ces structures étatiques devaient exister. Donc, s'ils ne font pas la coloration directe entre ces types, au cas échéant, ces structures vont échouer de leur mission, puisque jusqu'à présent, les pirogues sortent. L'autre paradoxe par rapport à cela, c'est aujourd'hui, effectivement, il y a des jeunes en production économique qui vendent leurs structures pour partir. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas, ils sont dans le désarroi. Le bien-être, effectivement, il y a cette question monétaire. Aujourd'hui, un balayeur de l'UCG doit se sentir égal qu'un balayeur de Paris. Aujourd'hui, la question pertinente, et c'est sur ça que j'allais interpeller à monsieur le ministre, combien de Sénégalais sont en attente d'avoir un petit rendez-vous pour déposer un dossier, un supposé dossier de demande de visa, et que jusqu'à présent, le gouvernement du Sénégal n'a pas pris ses responsabilités auprès de ses partenaires diplomatiques, ses partenaires
multilatérale pour leur dire que vraiment ces gens ont le droit de déposer. Toutes les ambassades de l'espace Schengen aujourd'hui ont fermé leur consulat. C'est très peu, avec beaucoup de privilèges, qu'on arrive à avoir le visa. Au même moment, il y a des étudiants en médecine qui veulent aller faire leur spécialité de 6 mois, ils n'arrivent pas à avoir ce visa. Ce n'est pas encourageant. Ce n'est pas comme ça qu'on peut lutter contre l'immigration irrégulière. Également, au niveau de l'information, effectivement, il faut le reconnaître, l'État du Sénégal a beaucoup investi par rapport à cela. Nous avons suivi la politique nationale. L'information, la sensibilisation. Surtout à ce niveau. L'inspecteur général Abdou Wahab Sall, qui coordonne le comité interministériel pour la migration, a beaucoup travaillé sur ça. Nous le saluons, nous sommes présents. Mais ce qu'il y a à dire réellement, et ça, quelque part, monsieur le ministre l'a dit, il faut que l'État du Sénégal, le gouvernement du Sénégal, ses partenaires au développement concernant cette question, il faut qu'on s'assoie. On ne peut pas ignorer les acteurs. Aujourd'hui, on ne sait pas, personne ne peut vous dire quelle est la raison particulière, la raison objective pour laquelle les jeunes sortent. Un jeune qui vend son atelier à 10 millions, il prend le chemin de Nicaragua à 5 millions, il a autre chose dans sa tête. Et nous devons travailler psychologiquement, renforcer. Aujourd'hui, je donne l'exemple. Ce qui s'est passé à Rufisque, cette histoire de vol de moteur. La famille était au courant que ces jeunes allaient partir. L'un des garçons, c'est sa maman qui a cotisé pour lui. Le rôle de la femme dans cette plaidoirie. Et on ne peut pas faire tout ce processus et ignorer les femmes. Aujourd'hui, une femme comme Ngolindo qui est dans ce dispositif, on ne peut pas lutter contre l'immigration irrégulière sans associer certaines personnes. Et aujourd'hui, le gouvernement du Sénégal devrait encore revoir toute la stratégie qui a été mise en place. Certes, il y a eu des faits, mais nous allons vers l'essentiel. L'essentiel, d'abord, c'est le bien-être, la question monétaire. Les gens partent parce qu'au niveau monétaire, il y a des problèmes. Il y a également une conjoncture qui est là. Le gouvernement est en train de travailler, ils sont en train de faire ce qu'ils sont faire. C'est avec le peuple sénégalais qu'ils devront rendre compte. Mais c'est ce même peuple, c'est cette même jeunesse qui sont en train de prendre les pirogues. Et ça, j'attire l'attention de monsieur le ministre pour qu'on soit conscient par rapport à cela, puisque c'est notre jeunesse qui est décimée. Merci. Merci beaucoup, Souleymane Aliou Diallo, président de l'ONG Otra Africa, qui s'active également dans les questions de migration. Midi et bientôt 53 minutes, c'est la fin de cette grande édition en information. Merci à Aliouba et Abdou Cham du côté de la technique digitale, Meïsambaï, réalisation Elage Ndjougoujen, digital Meïsambaï donc, chef